Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons recrutement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un invité, Olivier Brault, ex-colonel de l'armée de l'air, qui a commandé à la base d'Orange, désormais directeur prospective et vice-président gestion de crise du groupe SEB. Bonjour Olivier. Bonjour. Et bien sûr, à nos côtés, Valérie Legendre, gérante du cabinet Florian Mentionne Institut à Avignon. Bonjour Valérie. Bonjour Marie-Cécile. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en entreprise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une première question pour vous, Olivier. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix de carrière initiale dans l'armée ? Alors, je suis rentré dans l'armée parce que j'avais une certitude, celle de ne pas passer mon temps dans un bureau d'études en tant qu'ingénieur, enfermé entre quatre murs et derrière deux fenêtres. Et donc j'ai choisi rapidement des études qui me permettaient à la fois d'allier activité sportive et activité intellectuelle. Ces études, elles se sont faites dans une école de préparation militaire à Grenoble. Et ensuite, j'ai aimé l'atmosphère qu'on pouvait trouver dans cet environnement-là, cet esprit de camaraderie. Et donc, j'ai poursuivi à l'école de l'air. Et j'ai trouvé finalement une vie d'aventure qui me convenait parfaitement, c'est-à-dire de plein air, avec une certaine autonomie, riche en activités, et absolument pas enfermé dans un bureau, même s'il y a eu quelques tentatives au cours de ma carrière de m'enfermer dans des bureaux parisiens. C'est en étant colonel de l'armée de l'air à Ballard que j'ai quitté l'armée de l'air pour rejoindre le groupe SEB. Et ma carrière, elle s'est étagée finalement en deux grandes parties. Une première partie très dédiée à la sécurité et protection des installations de l'armée de l'air en France et à l'étranger, en opération extérieure. Et puis ensuite, ça a été une activité complètement différente au sein des opérations spéciales, avec une grande tendance du moment qui était le contre-terrorisme et qui m'a amené finalement à travers tous les territoires, de l'Afghanistan jusqu'au Sénégal, pour y exercer certaines activités à la fois riches en activités physiques, intellectuelles et opérationnelles. Voilà. Et puis j'ai eu la chance incroyable, à un moment donné, de sortir un peu de ce milieu-là pour aller venir commander la base d'Orange, où j'ai rencontré Valérie, et sur lequel on a pu faire un certain nombre d'activités communes, voilà, qui aujourd'hui nous permettent de maintenir ce contact et de conserver la richesse de cette liaison. Justement, Valérie, pourquoi avoir souhaité inviter Olivier dans ce podcast ? Quel rapport avec le recrutement, finalement ? Oui, on peut se demander, mais parce que l'humain, l'humain tout le temps. Les militaires sont une source d'inspiration par rapport au management. J'y ai vu plein de choses en écoutant, en observant, en vivant certaines choses en parallèle. Et ça me semblait particulièrement intéressant parce que dans cette approche-là, l'homme est au cœur. Et pour moi, l'homme est au cœur dans l'armée, mais dans l'entreprise aussi, et c'est bien où le bas blesse, malheureusement, aujourd'hui. Et donc, de mettre la bonne personne à la bonne place, au bon endroit. Je pense que tout le monde a cette question en tête pour sortir quelque chose qui tient la route derrière, et que le parcours d'Olivier Brault me semblait riche à partager pour une intervention sur ce thème. Justement, Olivier, quels enseignements tirez-vous de votre expérience dans chaque milieu, militaire et civil aujourd'hui ? Alors, en toute modestie, ma connaissance du milieu civil est quand même relativement limitée. Ça fait que 8 mois que j'ai intégré le groupe SEB. Mais si on doit vraiment comparer ces deux milieux, je crois qu'il y a un élément clé, c'est l'élément de la confiance. La première étant de quitter finalement un cocon qui est celui de l'armée. Quand je dis cocon, je l'utilise à bon escient parce que finalement je pense sincèrement que les armées sont structurées et sont structurellement organisées pour générer de la confiance, à la fois par le recrutement du militaire, parce que malgré tout, peu de gens savent qu'il n'y a rien de plus discriminatoire que le recrutement d'un militaire, à la fois pour son aptitude physique, pour son casier judiciaire, bon ça c'est un peu toute la fonction publique, et puis aussi par un certain nombre d'habilitations qui fait que son passé, son environnement, sa famille est scrutée, et qui fait que c'est une population quand même qui est sélectionnée d'une certaine manière. Donc ça, vous générez un environnement de ce qu'on pourrait appeler de gens qui se ressemblent un peu, parce qu'ils sont passés par le même filtre. Et ensuite, ces militaires, vous les rentrez dans des promotions, et ces promotions, vous générez de la cohésion au sein de ces promotions, donc c'est une forme de création de réseau forcée, mais vous apprenez à connaître les gens, les uns et les autres, d'une certaine manière, parce que vous traversez des épreuves ensemble. En tout cas, la cohésion, elle est générée de manière forcée, et donc, face à cette cohésion, les gens créent des liens, et on génère finalement la priorité au collectif au détriment de l'individuel. Et puis, ce qui est assez notable dans le milieu militaire, c'est que personne n'arrive par le haut. C'est-à-dire que quel que soit le poste que vous occupez à un moment ou à un autre, vous êtes passé par le bas, vous avez commencé en bas de votre corps, donc par le grade le plus bas, et puis vous progressez. Donc il y a une espèce de push vers le haut en permanence d'un point de vue RH, qui fait que personne n'arrive à un poste par hasard.
Et qu'en général, le profil est occupé, même si on ne connaît pas la personne, on sait qu'il a passé par un certain nombre d'étapes pour occuper ce poste-là. De plus, à travers l'uniforme, chacun connaît parfaitement la position de l'autre dans le système. Et puis on a tous notre carte de visite à travers nos décorations, nos insignes, qui permettent finalement assez rapidement de se faire une idée de l'interlocuteur auquel on a affaire, même quand on arrive dans une réunion interarmée. Et puis il y a un certain nombre finalement d'études ou de passages obligés qui sont des retours à la scolarité sur lesquels on crée de nouveaux réseaux, à nouveau de la confiance, et on grandit ensemble. Et finalement ça permet d'avoir une structure où les gens grandissent à la même vitesse, au même moment, et se connaissent, ce qui génère finalement une forme de respect mutuel assez naturel. Ça ne veut pas dire que tout le monde s'apprécie complètement, bien entendu, mais fondamentalement, la confiance, vue de ma place, et maintenant que j'ai pris un peu de recul par rapport à cette institution, elle est vraiment générée structurellement. On fait tout pour que les gens soient dans une espèce de cocon où, en toute confiance, ils peuvent travailler, se sentir en sécurité, et finalement, il y a une forme de bienveillance. Entrer dans le groupe SEB, c'était un peu quitter ce cocon-là, et c'était comme un peu un saut de parachute. Sortir d'un avion qui fonctionne bien, ce qui était mon cas dans l'armée de l'air, pour sauter vers l'inconnu. Et ça, pour le coup, il faut avoir une autre forme de confiance. Et cette forme de confiance, elle est à mon avis double. Elle est en soi, c'est-à-dire sa capacité à prendre ce risque-là. Et elle est dans les gens qui nous accueillent et qui, finalement, vous recrutent, se mettre en cadre pour recruter dans les meilleures conditions, donc pour vous attirer déjà, et puis, d'une autre manière, pour vous retenir. Et c'est ce que je découvre un peu dans le milieu civil, c'est ce challenge qu'on commence à connaître aussi dans les armées, de la fidélisation et de retenir les gens. Dans une société civile ou dans un groupe, c'est vraiment l'équipe qui vous accueille qui fait la différence. Et je pense qu'encore plus que dans l'armée, l'humain est au cœur du fonctionnement. C'est vraiment ce que chacun y met, à titre personnel, au titre de la volonté de coopérer avec les autres, et je dirais au titre de la bienveillance qui fait la différence. Et si vous avez finalement une équipe qui est bienveillante et un manager qui est bienveillant, vous arrivez à vous exprimer et à avoir cette confiance pour exprimer votre potentiel. Un bon manager va vraiment faire la différence, sans doute encore plus que dans l'armée, où un bon chef peut faire la différence, bien entendu, mais il a une structure et un positionnement qui l'aide à générer cette bienveillance. Donc ça, c'est quelque chose qui est non pas une surprise, mais qui est un vrai constat, c'est-à-dire que cette confiance, c'est vraiment le point clé, c'est-à-dire que les gens qui sont épanouis sont des gens qui ont confiance dans leur environnement. Il est généré structurellement dans l'armée, il est généré plus par les managers, à mon avis, dans une boîte comme le groupe SEB, en tout cas. Est-ce que vous avez déjà mis des choses en place depuis que vous êtes arrivé, qui viennent de votre histoire dans l'armée, dans votre nouvelle vie professionnelle ? Mon attitude, qui reste très militaire, parce que je pense qu'elle est nécessaire, parce qu'elle véhicule un référentiel de valeurs dont, globalement, on a tous besoin. Les valeurs qui ont été retenues par l'armée de l'air assez récemment, le RISE, dans le sens traduction anglo-saxonne de l'élévation, qui sont le respect, qui est d'ailleurs aussi une des valeurs du groupe SEB, l'intégrité, le sens du service et l'excellence. Je crois naturellement au respect, à l'intégrité, au sens du service. Je suis moins enclin à partager la valeur au sens propre de l'excellence, que je ne crois pas que ce soit une valeur en ce qui me concerne. Je pense que donner le meilleur de soi-même, c'est une valeur. Et que tout le monde n'est pas excellent, mais chacun peut donner le meilleur de lui-même. Et en tout cas, c'est toujours ce que j'ai attendu, moi, de mes collaborateurs. Ce que j'ai aimé, moi, dans mon parcours précédent, c'est le sens du collectif, c'est finalement le fait de se donner au maximum pour quelque chose qui nous dépasse, avec cette capacité très artisanale de transcender un collectif pour obtenir des résultats assez incroyables. C'est un peu ce qu'on fait dans le milieu des forces spéciales. Avec un petit nombre d'individus, on arrive à des résultats qui sont absolument incroyables, mais aussi, un bon nombre de fois, comme un bon artisan, on fait des choses qui sont pas de très haut niveau. Voilà. Et donc, il faut l'accepter. Et c'est ce que, en tout cas, s'il y a une valeur que je cautionne plus, que c'est celle-ci, c'est se donner à fond. Voilà. Après, ce que je découvre aussi, c'est que ces valeurs-là, qui sont assez innées et naturelles pour nous, parce qu'elles sont forgées dès le début de notre formation quand on est militaire, il y a plein de gens qui cherchent des valeurs et qui, quand ils arrivent à un endroit, ils s'intéressent aux valeurs de la société, aux valeurs du groupe. Ça me paraissait très superficiel au départ, parce que je m'étais jamais vraiment posé cette question-là. Mais en arrivant dans le groupe et puis en échangeant lors de mon recrutement, j'ai découvert que finalement, si. Savoir avec qui on allait travailler, c'était important. Dans quel environnement et quelles sont les valeurs qui transpirent, plus que celles qui sont affichées. Je trouve que c'est assez intéressant. Et en tout cas, ça m'a séduit dans le groupe SEB. Je serai plus, pour le coup, circonspect sur la manière dont l'ownership, pour utiliser un terme très corporate, des responsabilités se fait dans une entreprise. Je ne parle pas en particulier du groupe SEB, mais c'est plus difficile quand on a une organisation qui est sans doute plus vaste et plus diffuse, de s'approprier un sujet dont on n'a finalement qu'une parcelle de responsabilité.
Et vous êtes vice-président gestion de crise du groupe SEB. Je suppose que vous avez aussi dû créer des liens entre ce que vous avez vécu à l'armée et aujourd'hui ce que vous avez à gérer au sein du groupe. Alors inévitablement, et d'ailleurs dans le milieu de la gestion de crise, vous retrouvez beaucoup de ce qu'on appelle des institutionnels, des gens qui ont été confrontés à des environnements, on va dire pour le moins mouvants, parfois flous, et en ce qui me concerne, souvent chaotiques. Et je me suis toujours posé des questions essentielles de la discipline dans l'armée, qui est souvent un point de fixation pour bon nombre de nos concitoyens qui estiment que c'est un cadre qui est réducteur, qui les empêche de s'exprimer pleinement et qui a ses limites. Mon expérience personnelle m'a toujours conforté dans l'idée que finalement la seule réponse qu'on avait trouvée depuis des millénaires dans le chaos et la violence, c'est l'ordre et la discipline. Et que dans un environnement qui est dynamique, mouvant, confus, en général le brouillard, ce qu'on appelle le brouillard de la guerre, et vous avez cette logique-là qui est que votre référence et votre point de référence unique à partir de laquelle tout le monde s'aligne et à partir duquel toutes les initiatives peuvent être prises, c'est l'ordre et la discipline. Alors évidemment, c'est difficile d'importer ça comme ça directement dans une entreprise pour laquelle sont des mots qui font peur, fondamentalement, parce que chacun aime sa liberté. Pour autant, la gestion de crise, c'est le brouillard de la guerre. Enfin, j'ai toujours considéré comme ça. Il y a un peu de méthodologie. Et évidemment, il y a des points clés qu'il faut mettre en place et respecter. Il faut surtout apporter de la sérénité, ce que l'ordre et la discipline permettent de faire. Et il faut apporter un certain nombre de règles qui sont évidemment moins directives que quand vous êtes en situation de combat, mais qui permettent à chacun, à un moment ou à un autre, de savoir où il se place. Il faut simplement être capable d'expliquer aux gens pourquoi on leur impose un cadre à un moment donné pour pouvoir faire prendre les bonnes décisions au patron de l'entreprise à un moment qui est critique pour l'entreprise, c'est de ne pas savoir où elle va et de travailler avec des moyens dégradés, avec des scénarios qui défilent devant les yeux d'un COMEX, qui sont souvent des scénarios catastrophes. Et c'est dans cet environnement-là où il faut essayer de rassurer tout le monde, de donner des bouées ou des clés auxquelles se raccrocher pour pouvoir organiser la prise de décision et la remontée de l'information. Et c'est là où la confiance, elle est très importante. Et c'est là où la confiance est extrêmement importante. La gestion de la pression est clé. Et c'est cette gestion de la pression qui inspire la confiance nécessaire pour que vous deveniez le guide qu'on écoute. Ou en tout cas, c'est pas vous qui prenez les décisions, mais vous amenez finalement un collectif à proposer des recommandations de décision qui sont prises avec le maximum de sérénité possible par le patron de l'entreprise ou en tout cas son directeur général en fonction du sujet. Valérie, pour vous, les deux cultures, armée et entreprise, doivent s'inspirer l'une de l'autre ? Oui, bien sûr. C'est assez facile comme conclusion de dire qu'on a tout intérêt à échanger et à avoir ce regard croisé tout le temps. Il y a peut-être 2 points sur lesquels je rebondis. Je suis tout à fait d'accord que l'excellence, pour moi, c'est pas une valeur. Et l'autre point, en source de motivation, les candidats que je rencontre au quotidien me parlent de ces valeurs. Alors, c'est la mode, il y a le RSE, il y a des choses superficielles, mais n'empêche que c'est des questions que je n'avais pas avant. Et ça fait bouger les gens d'une structure à une autre et ça fait intégrer les personnes, effectivement, dans une nouvelle structure. Donc, ils y accordent de l'importance et c'est des questions que je pose aux employeurs pour savoir comment être attractif ou pas, mais sur un point qui est très personnel. Et donc, je suis contente que ça soit mis en avant. Et sinon, il y a plein de mots-clés qui rebondissent, mais on ne va pas revenir dessus. Et d'avoir toujours cette version out of the box sur un certain nombre de choses en disant « Ah, ok, finalement, ça se fait ailleurs, c'est bien. » Ou alors « Ah, ok, je rebondis là-dessus. » Dans les RH à fond, dans le recrutement encore plus, parce que c'est le début d'une histoire au sein d'un collectif. Et c'est peut-être là où on crée cette confiance, on commence à créer cette confiance qui permet de fidéliser les personnes qui sont recrutées. Oui, donner les règles, y adhérer, et une fois qu'on est dedans, on a compris, donner son potentiel complètement. Ça me va bien. Eh bien, merci à tous les deux pour ces échanges. On se retrouve, Valérie, très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Recrutement. Avec plaisir, à bientôt. Merci Olivier. Merci beaucoup Marie-Cécile.